Pouvez-vous vous asseoir? Vous m'entendez? D'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame le greffier, pouvez-vous identifier l'affaire qui était inscrite au rôle de la présente audience? Bien sûr, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. C'est l'affaire IT 97-25A. Le procureur contre Milorad Kornojelac. Est-ce que les parties peuvent, les deux parties ayant fait appel, est-ce que les deux parties peuvent s'identifier? Voyons d'abord du côté du bureau du procureur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je suis Anthony Carmona pour le procureur avec Noel Rachid, Monsieur Brady et Lutz Garcia. Je dois indiquer que notre conseiller principal, Christopher Staker, a depuis quitté le bureau du procureur. Je vous remercie. Merci. Est-ce que les conseils de la défense peuvent s'identifier, s'il vous plaît? Monsieur le Président, Monsieur le Juge, bonjour. Je suis Mihailo Bakrac et je suis accompagné par mon collègue Miroslav Vasic et nous représentons l'accusé, Monsieur Kornojelac. Bien, merci. À présent, est-ce que les interprètes m'entendent bien? Pas de problème? Je ne les entends pas. Pas de problème, Monsieur le Président. Merci. Bien. La Chambre d'appel tient ce jour son audience publique pour le prononcer de son arrêt sur l'appel interjeté dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Milorad Kornojelac. Le 12 avril 2002, Milorad Kornojelac a déposé un acte d'appel contre le jugement rendu le 15 mars 2002 par la Chambre de première instance 2, composée des juges David Hunt, Florence Mumba et Liu Dakun, condamnant ce dit jugement Kornojelac à une peine unique de 7 ans et demi d'emprisonnement. La Chambre de première instance avait déclaré Kornojelac coupable de persécution, un crime contre l'humanité à raison d'emprisonnement, de conditions de vie et de sévices, tant à titre individuel qu'en tant que supérieur hiérarchique. Elle l'avait condamné également pour actes inhumains, un crime contre l'humanité à raison de sévices en tant que supérieur hiérarchique, de traitement cruel, une violation des lois et coutumes de la guerre à raison de sévices en tant que supérieur hiérarchique, et de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre à raison de conditions de vie à titre individuel. Milorad Kornojelac avait été acquitté des chefs suivants. Chef 2, torture, violation des lois et coutumes de la guerre. Chef 4, torture, un crime contre l'humanité. Chef 8, meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre. Chef 10, assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 11, emprisonnement, un crime contre l'humanité. Chef 13, actes inhumains, un crime contre l'humanité, à raison des conditions de vie. Le procureur a également interjeté appel du jugement du 15 avril 2002. Il est à noter que les deux parties ont fait appel sur la sentence. La Chambre d'appel va rendre ses conclusions relatives à chaque appel présenté, étant entendu que le présent résumé de l'arrêt ne constitue en rien la version faisant foi. À cet égard, je vous signale en partie que la version écrite sera retardée dans le dépôt auprès de vous, elle sera retardée de quelques heures. Je signale simplement que une des parties ayant déposé des requêtes très tardives la semaine dernière, cela a retardé quelque peu la finalisation du document, mais qui vous sera remis en fin de journée, je l'espère. Nous allons traiter d'abord de l'appel de Milorad Kornojelac. En dehors de son motif d'appel relatif à la peine, Milorad Kornojelac a présenté 5 motifs d'appel. Il doit tout d'abord être noté l'allégation du procureur s'agissant de diverses questions de fait, selon laquelle les erreurs présentées par la défense ne remplissent pas les critères d'examen fixés dans la jurisprudence du tribunal. La Chambre d'appel rappelle
qu'à la différence des procédures en vigueur dans certains systèmes nationaux, la procédure d'appel prévue par l'article 25 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est de nature corrective et n'est donc pas l'occasion pour examiner une cause de novo. Ce régime d'appel entraîne des conséquences sur la nature des arguments qu'une partie peut légitimement présenter en appel, ainsi que sur la charge générale de la preuve que celle-ci doit satisfaire afin que la chambre d'appel intervienne. S'agissant en particulier des erreurs de fait alléguées, la partie qui allègue ce type d'erreur au soutien d'un appel contre une condamnation doit rapporter la double preuve de la commission de l'erreur et du déni de justice qui en a résulté. La chambre d'appel a régulièrement rappelé qu'elle ne modifie pas à la légère les conclusions factuelles dégagées en première instance. La chambre d'appel souligne qu'il est de sa jurisprudence constante que lorsqu'une partie n'est pas en mesure d'expliquer de quelle manière une prétendue erreur invalide la décision, elle doit, en règle générale, s'abstenir de faire appel sur ce point. La chambre d'appel considère que ce principe vaut tant pour les allégations d'erreurs de droit que les allégations d'erreurs de fait. De manière conséquente, lorsque les arguments présentés par une partie n'ont aucune chance d'aboutir à l'annulation ou à la révision de la décision contestée, la chambre d'appel pourra les rejeter d'emblée en tant que motif non légitime et n'aura pas à les examiner sur le fond. De l'avis de la chambre d'appel, la quasi-totalité des motifs d'appel de la défense soulevant des erreurs de fait alléguées comme telles sont en l'espèce non valables. En effet, d'une manière générale, il ressort du mémoire de la défense qu'à l'exception d'un motif d'appel et de celui relatif à la peine, cette dernière n'a avancé aucun argument tendant à démontrer le caractère déraisonnable des conclusions de la chambre de première instance. Il est en effet impossible pour la chambre d'appel d'identifier l'erreur qu'aurait commise la chambre de première instance. Il apparaît que la défense ne fait en réalité que contester les conclusions de la chambre de première instance et proposer une appréciation alternative des éléments de preuve. Or, cette simple contestation du jugement ne constitue en rien une démonstration adéquate du caractère erroné des conclusions de la chambre de première instance. En n'indiquant pas en quoi l'appréciation par la chambre de première instance des éléments de preuve cités est déraisonnable et erronée, la défense n'assume pas la charge de la preuve qui lui est imposée dans le cadre des allégations d'erreur de fait. La chambre d'appel a analysé la recevabilité de chaque motif d'appel alléguant des erreurs de fait et a considéré que les premiers, troisième et quatrième motifs d'appel de la défense étaient, compte tenu des critères d'examen que je viens de rappeler, illégitimes. S'agissant du cinquième motif d'appel, alléguant une erreur de fait, la défense a satisfait la charge de la preuve qui lui incombe. La chambre d'appel a donc analysé les arguments relatifs à ce motif sur le fond. Le deuxième motif d'appel de la défense, alléguant la commission par la chambre de première instance d'une erreur sur un point de droit, a également été analysé par la chambre d'appel. Deuxième motif d'appel, donc, de Cornuiller-Latch, il s'agit d'un motif d'appel sur la complicité de persécution pour emprisonnement et conditions de vie. Ce motif d'appel est divisé en trois moyens principaux. Le premier moyen, les actes ou omissions de Cornuiller-Latch et leur importance pour la commission du crime de persécution à raison de l'emprisonnement et des conditions de vie. Cornuiller-Latch affirme que la chambre de première instance a commis une erreur de droit en le déclarant coupable de complicité de persécution à raison de l'emprisonnement des détenus civils non serbes et des conditions de vie imposées à ces derniers, sans préciser en quoi il avait contribué de façon importante à la commission de ces crimes par leurs auteurs principaux. La Chambre d'appel a examiné le bien fondé de ce moyen dans un premier temps au regard de l'emprisonnement et dans un second temps au regard des conditions de vie. La Chambre d'appel a analysé ce moyen comme une allégation
de motivation insuffisante touchant à l'actus reus de la complicité. Elle a rappelé à titre liminaire que le complice doit par ses actes ou omissions apporter à l'auteur principal du crime une aide, un encouragement ou un soutien moral ayant un effet important sur la perpétration du crime. S'agissant de l'emprisonnement, la Chambre d'appel relève que la lecture du jugement dément l'affirmation de Corneuillet-Latch selon laquelle la Chambre de première instance n'aurait pas précisé par quels actes ou omissions il aurait apporté aux auteurs principaux du crime de persécution à raison de l'emprisonnement des détenus civils non serbes une aide, un encouragement ou un soutien moral ayant un effet important sur la perpétration du crime par ces derniers. S'agissant des conditions de vie, la Chambre d'appel a constaté que la Chambre de première instance a bien, contrairement aux affirmations de Corneuillet-Latch, caractérisé l'omission sous-tendant sa condamnation comme complice des auteurs des conditions de vie inhumaines imposées aux détenus non serbes. Deuxième moyen de ce deuxième motif d'appel, la connaissance par Corneuillet-Latch de ce que, par ses actes ou omissions, il contribuait largement aux crimes sous-jacents commis par les auteurs principaux à raison des persécutions pour emprisonnement et conditions de vie, ainsi que la connaissance par Corneuillet-Latch de l'intention discriminatoire de leurs auteurs. Contrairement au moyen précédent, ce moyen concerne la mens rea et non l'actus reus de la complicité de persécution. En dépit des allégations avancées par la défense, la Chambre d'appel a considéré que ce motif relevait en substance davantage d'une allégation d'erreur de fait que d'une erreur de droit. La Chambre d'appel a également examiné, dans un premier temps, les allégations de Corneuillet-Latch relatives à l'emprisonnement, puis dans un second temps, celles relatives aux conditions de vie. S'agissant des deux allégations, la Chambre d'appel a indiqué que Corneuillet-Latch n'a pas démontré que les conclusions factuelles en question étaient déraisonnables. La Chambre d'appel rejette en conséquence les deux branches du second moyen. Quant au troisième moyen, la mens rea du complice d'un acte de persécution, cette erreur de droit alléguée par Corneuillet-Latch pose la question de savoir s'il suffit, pour établir la mens rea du complice d'un acte de persécution, de démontrer que l'intéressé a apporté volontairement son aide ou encouragement à l'auteur principal en sachant que ce dernier poursuivait une intention discriminatoire, ou bien s'il faut également démontrer que le complice était lui aussi animé d'une telle intention. De l'avis de la Chambre d'appel, le complice de persécution, infraction comportant un dol spécial, doit non seulement avoir connaissance du crime dont il facilite la perpétration, mais doit aussi être conscient de l'intention discriminatoire des auteurs de ce crime. Il ne doit pas nécessairement partager cette intention, mais doit être conscient du contexte discriminatoire dans lequel le crime va être commis et savoir que son soutien ou ses encouragements ont un effet important sur sa perpétration. La Chambre d'appel constate qu'il s'agit précisément du critère appliqué par la Chambre de première instance en l'espèce au paragraphe 489 et 490 du jugement. Par conséquent, le deuxième motif d'appel de la défense est rejeté. Abordons le cinquième motif d'appel de Corneuillet-Latch, concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique pour les sévices infligés à l'encontre des détenus. Corneuillet-Latch soutient que la Chambre de première instance a eu tort de le déclarer coupable en sa qualité de supérieur hiérarchique au sens de l'article 7.3 du statut d'actes inhumains et de traitements cruels à raison des sévices. Il soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il savait que des sévices étaient infligés aux détenus. Corneuillet-Latch conteste les trois principaux éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s'est appuyée pour déterminer s'il avait la connaissance requise. Les arguments présentés par Corneuillet-Latch à l'appui de ce motif d'appel n'ont pas été jugés convaincants par la Chambre d'appel. Cette dernière a donc rejeté les arguments relatifs à ce motif d'appel pour défaut de fondement. Le cinquième motif d'appel est donc rejeté. Nous abordons à présent l'appel du procureur. Le procureur a présenté 7 motifs d'appel.
La Chambre d'appel va les reprendre successivement. Premier motif d'appel, la Chambre de première instance aurait commis une erreur de droit dans sa définition de la responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune et dans l'application de cette définition au fait de l'espèce. Selon le procureur, une application correcte de la définition de l'entreprise criminelle commune aurait conduit à retenir la responsabilité de Corneuillé-Latch comme coauteur et non comme complice des crimes de persécution pour emprisonnement et actes inhumains et de traitement cruel pour les conditions de vie dans le camp au titre des charges 1 et 15 de l'acte d'accusation. La Chambre d'appel considère que, s'agissant d'établir l'intention de participer à une entreprise criminelle commune systémique, la Chambre de première instance a été au-delà du critère posé par la Chambre d'appel dans l'affaire Tadić, en exigeant la preuve d'un accord portant sur la commission de chacun des crimes relevant du but commun. Dès lors qu'il résulte des conclusions de la Chambre de première instance que le système en place au camp Capédome, visait l'imposition aux détenus non serbes, dans un but discriminatoire, de conditions de vie inhumaines et de mauvais traitements, la Chambre de première instance se devait de rechercher si Corneuillé-Latch avait connaissance de ce système et adhérait à ce dernier, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il avait passé avec les gardiens et soldats auteurs principaux des crimes impliqués par ce système un accord en vue de leur commission. De l'avis de la Chambre d'appel, la portée de cette erreur alléguée dépend de la question de savoir si l'application du critère posé par l'arrêt Tadić, à savoir la détermination de l'intention à partir de la connaissance du système et de l'adhésion à ce dernier, au lieu du critère retenu par la Chambre de première instance, exigeant l'accord susvisé, aurait conduit à engager la responsabilité pénale de Corneuillé-Latch comme coauteur et non comme simple complice. Si tel est bien le cas, il y a lieu de considérer que l'erreur en question a invalidé le jugement. Faisant application du critère pertinent au fait de l'espèce, et compte tenu des conclusions factuelles retenues par la Chambre de première instance au sujet des conditions de vie constitutives d'actes inhumains, de sévices et d'actes de torture ainsi que de l'emprisonnement, la Chambre d'appel a conclu que l'erreur commise par la Chambre de première instance était une erreur invalidant le verdict dans la mesure où l'application de ce critère aurait dû conduire la Chambre de première instance à retenir la responsabilité de Corneuillé-Latch comme coauteur. La Chambre d'appel considère que l'erreur de droit commise par la Chambre de première instance était de nature à invalider le jugement. En conséquence, la Chambre d'appel condamne Corneuillé-Latch des chefs 1 et 15 pour le crime de persécution, pour emprisonnement et actes inhumains, et pour le crime de traitement cruel, à raison des conditions de vie imposées, et ceci comme coauteur. Par ailleurs, le procureur a reproché à la Chambre de première instance d'avoir compartimenté, en fonction des différentes catégories de crimes sous-tendant l'incrimination de persécution, les comportements qu'il envisageait comme participants d'un système. La Chambre d'appel considère tout d'abord que si elle est clairement inspirée des affaires de camps d'extermination et de concentration de la Seconde Guerre mondiale, la seconde catégorie d'affaires définie par l'arrêt Tadić, ci-après systémique, peut s'appliquer à d'autres affaires que celle-ci, notamment dans le cadre des violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Même si les auteurs des faits jugés dans les affaires de camps de concentration précitées étaient pour la plupart membres d'organisations criminelles, la jurisprudence Tadić n'a pas considéré qu'une telle appartenance soit nécessaire pour retenir cette forme de participation à l'entreprise criminelle commune. Ce qui caractérise cette catégorie d'affaires, variante de la première, d'après l'arrêt Tadić, c'est l'existence d'un système organisé visant à la réalisation d'un but criminel commun. S'agissant de l'intention requise, il faut que l'accusé ait eu personnellement connaissance du système en question, que cela soit prouvé par voie de témoignage spécifique ou déduit des pouvoirs que détenait l'accusé, et qu'il ait eu l'intention de contribuer à ce système concerné.
Le procureur pouvait donc recourir à cette forme d'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel rappelle que c'est au procureur de déterminer le choix de la théorie juridique qui lui apparaît le plus à même de démontrer que les faits qu'il entend soumettre à l'appréciation de la Chambre de première instance permettent d'établir la responsabilité de la personne poursuivie. Le procureur peut à cette fin alléguer, à titre cumulatif ou alternatif, une ou plusieurs théories juridiques, à condition de le faire clairement, suffisamment tôt, et en tout cas à temps, pour permettre à l'accusé de savoir ce qui lui est précisément reproché et de pouvoir organiser sa défense en conséquence. La Chambre d'appel constate que le reproche de compartimentation allégué par le procureur est bien fondé. Replaçant la démarche suivie par la Chambre de première instance dans son contexte, la Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a clairement suivi l'approche retenue dans l'acte d'accusation en recherchant pour chacun de ces éléments du but commun allégué par le procureur si Kornoy et Latch partageaient l'intention des auteurs principaux des crimes. Il s'agit de l'avis de la Chambre d'appel d'une approche qui correspond davantage à la première catégorie d'entreprise criminelle commune qu'à la seconde, mais ne constitue pas une erreur de droit dans la mesure où le procureur n'a pas assorti son recours à la théorie de l'entreprise criminelle commune systémique d'une définition plus adaptée du but commun. La Chambre d'appel ne discerne donc aucune erreur dans la démarche suivie par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel considère que la question de savoir quelle démarche paraît la plus appropriée pour rechercher si la responsabilité, à titre de coauteur ou de complice d'un participant à une entreprise criminelle commune systémique, peut être retenue pour des crimes commis par les auteurs principaux dans un contexte tel que celui du Capedum, est une question d'intérêt général pour la jurisprudence du tribunal et là en conséquence examinée en se limitant à l'examen des actes poursuivis comme persécution. De l'avis de la Chambre d'appel, la démarche la plus appropriée, en l'espèce, aurait consisté pour le procureur à limiter la définition du but commun dans le système Capedum à la commission des crimes qui, compte tenu du contexte et des preuves présentées, pouvaient, au-delà de tout doute raisonnable, être considérés comme ayant été communs à tous les auteurs. À titre au moins alternatif, le procureur aurait alors dû préciser sous quelle forme la responsabilité de l'accusé lui paraissait pouvoir être retenue s'agissant des crimes ne s'inscrivant pas clairement dans le but commun au système ainsi défini. De l'avis de la Chambre d'appel, la démarche suivante pouvait être envisagée. S'agissant des crimes allégués, comme les meurtres, qui tout en ayant été commis au Capedum dépassaient manifestement le but commun au système, la responsabilité d'un participant au système pourrait être engagée pour de tels actes commis par un autre participant s'il était prévisible que tel crime était susceptible d'être commis par l'un ou l'autre des participants et que le premier a délibérément pris ce risque ou s'y est montré indifférent. La Chambre d'appel observe que telle était la thèse soutenue par le procureur s'agissant des meurtres dans son mémoire préalable au procès. S'agissant des crimes allégués, qui tout en réunissant plusieurs coauteurs au sein du Capedum, n'apparaissent pas, au-delà de tout doute raisonnable, constituer un objectif commun à l'ensemble des participants au système, il conviendra de les traiter sans recourir à la notion de système, comme faisant partie d'une entreprise criminelle commune de la première catégorie, dans la reta dite, bien sûr. La Chambre d'appel est d'avis que le crime allégué de travaux forcés doit être traité comme tel. Une personne ayant participé à sa commission pourrait être considérée comme coauteur d'une entreprise criminelle commune ayant pour but la commission de ce crime en question, à condition que l'intéressé partage l'intention commune des auteurs principaux. Alternativement, l'intéressé pourrait être considéré comme complice du crime s'il avait simplement connaissance de l'intention de ses auteurs et leur a apporté un soutien ayant eu un effet important sur la perpétration du crime. S'agissant des crimes allégués s'inscrivant dans un plan plus vaste, tel l'emprisonnement et la déportation, il conviendra de distinguer, suivant que les crimes en question font à la fois partie du but commun à l'ensemble des participants au système et à d'autres coauteurs extérieurs au système, ou qu'ils s'inscrivent dans un but commun partagé par une partie seulement des participantes au système,
et des personnes extérieures à ce dernier. Dans le premier cas, auquel s'apparente le crime d'emprisonnement, le concept de système pourrait être retenu pour l'ensemble de ses participants. La particularité de ces crimes, toutefois, tiendra au fait que certains de leurs auteurs principaux, à savoir dans le cas de l'emprisonnement, certaines autorités civiles et ou militaires, ayant ordonné les arrestations arbitraires et les internements au capédome, sont des personnes extérieures au système en place dans le camp, alors que dans le deuxième cas, auquel s'apparente l'expulsion ou transfert de certains détenus non serbes, il conviendra de considérer les crimes en question sans recourir au système. Une personne ayant participé à leur commission pourrait être considérée comme coauteur d'une entreprise criminelle commune ayant pour but la commission des crimes en question, à condition que l'intéressé partage l'intention commune des auteurs principaux. Alternativement, l'intéressé pourrait être considéré comme complice des crimes s'il avait simplement connaissance de l'intention des auteurs principaux et leur a apporté un soutien ayant eu un effet important sur la perpétration des crimes. Nous abordons maintenant le deuxième motif d'appel du procureur. La Chambre de première instance aurait commis une erreur de droit en exigeant que l'acte d'accusation fasse état d'une forme élargie de l'entreprise criminelle commune. Le procureur soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a estimé qu'à moins qu'il ne soit fait expressément état d'une entreprise criminelle commune élargie dans l'acte d'accusation, l'accusé ne pouvait être tenu responsable pour avoir participé à la troisième catégorie d'entreprise criminelle commune décrite dans l'arrêt Tadić, s'agissant de l'un quelconque des crimes allégués. Le procureur ne demande pas que le jugement de première instance soit infirmé ou révisé sur ce point. Il soulève ce moyen d'appel en raison de son importance générale pour la jurisprudence du tribunal. La Chambre d'appel relève que dans sa décision relative à la forme du deuxième acte d'accusation modifié, la Chambre de première instance, qui était notamment saisie d'un grief portant sur le manque de précision du paragraphe 5.2 de l'acte en question, a indiqué que le procureur exposait pour la première fois dans cet acte la thèse du but commun et a répondu à la question de savoir ce que recouvre exactement cette thèse. Ce faisant, la Chambre de première instance a mentionné les trois catégories d'affaires visées par l'arrêt Tadić. Compte tenu de cette décision, s'il considérait que la Chambre de première instance était méprise sur ses intentions sur ce point, il appartenait au procureur de lever toute ambiguïté à cet égard, soit en demandant à la Chambre de première instance de reconsidérer sa décision. Dans l'hypothèse où le procureur n'avait envisagé de se fonder sur une conception extensive de l'entreprise criminelle commune que postérieurement à la décision en question, il lui appartenait de solliciter postérieurement à celle-ci la possibilité de modifier l'acte d'accusation. La Chambre d'appel constate qu'il ressort du jugement de la Chambre de première instance que c'est précisément dans la mesure où le procureur s'est abstenu de modifier l'acte d'accusation après que la Chambre de première instance eut, sans ambiguïté, interprété le second acte d'accusation modifié comme n'envisageant pas une forme élargie de l'entreprise criminelle commune, que cette dernière a conclu comme elle l'a fait. La Chambre de première instance a estimé, compte tenu de ces circonstances, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ce serait faire preuve d'injustice envers l'accusé que d'autoriser le procureur à se fonder sur une conception extensive de l'entreprise criminelle commune pour établir sa responsabilité. Force est de constater qu'il résultait de ces circonstances une certaine incertitude pour la défense quant à la thèse de l'accusation. Dès lors, même s'il ressort du mémoire en clôture du Kornöijelátch qu'il a bien pris en considération les trois catégories d'entreprises criminelles communes décrites par l'arrêt Tadić avant de conclure qu'il n'avait pas pris part à une entreprise criminelle commune, la Chambre d'appel considère que, compte tenu de l'ambiguïté persistante s'agissant du point de savoir quelle était exactement la thèse du procureur, la Chambre de première instance était bien fondée à refuser en équité d'envisager une forme extensive de responsabilité à l'encontre de Kornöijelátch. Ce motif d'appel est donc rejeté. Examinons à présent le troisième motif d'appel du procureur. La Chambre de première instance aurait commis une erreur de fait en concluant que Kornöijelátch ne savait pas et n'avait pas de raison de savoir que ses subordonnés torturaient les détenus et en estimant en conséquence qu'il ne pouvait être tenu responsable au regard de l'article 7.3 du statut. La Chambre d'appel a rappelé les faits pertinents admis par la Chambre de première instance.
Ces faits concernent à la fois le contexte de la commission des sévices et le caractère généralisé de leur commission, l'autorité exercée par Kornoyelat sur ses subordonnés en tant que directeur de la prison, et la fréquence des interrogatoires et des punitions infligées aux détenus. De l'avis de la Chambre d'appel, le contexte tente externe, à savoir les circonstances dans lesquelles a été créé le centre de détention. Contexte tant externe qu'interne, c'est-à-dire le fonctionnement du centre, notamment le caractère systématique des sévices et la fréquence des interrogatoires, mis en relation avec le fait que Kornoyelat a été le témoin des sévices infligés à un témoin nommé Zekovic, apparemment dans le but défendu de le punir de sa tentative d'évasion. Le fait qu'ultérieurement à cet événement, au moins un autre détenu, le témoin FWS73, a été victime d'actes de torture, ainsi que le fait que la Chambre de première instance n'a pas admis la déclaration de Kornoyelat, selon laquelle ce dernier n'aurait pas été au courant d'un quelconque châtiment infligé en raison de l'évasion de Zekovic, implique, tous ces éléments donc, implique qu'aucun juge du fait raisonnable ne pouvait manquer de conclure que Kornoyelat avait des raisons de savoir que certains des actes avaient été ou pouvaient avoir été être commis dans un but prohibé par les règles de droit relatives à la torture. Kornoyelat possédait un certain nombre d'informations générales de nature à le mettre en garde contre d'éventuels agissements de ses subordonnés constitutifs d'actes de torture. Par conséquent, sa responsabilité doit être engagée en vertu de l'article 7.3 du statut. On ne saurait trop souligner que, lorsqu'il est question de responsabilité du supérieur hiérarchique, l'accusé n'est pas mis en cause pour les crimes commis par ses subordonnés, mais pour un manquement à l'obligation qu'il avait, en tant que supérieur hiérarchique, d'exercer un contrôle. Il ne fait pas de doute que, compte tenu des informations dont il disposait, Kornoyelat était en mesure d'exercer un tel contrôle, c'est-à-dire d'enquêter sur la commission éventuelle d'actes de torture, la Chambre de première instance ayant en outre considéré que, s'agissant des sévices, il avait le pouvoir de prévenir les crimes ou d'en punir les auteurs, en jugeant qu'aucun juge des faits raisonnables n'aurait pu tirer les conclusions factuelles auxquelles la Chambre de première instance est parvenue. La Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait. S'agissant de savoir si cette erreur a entraîné un déni de justice, la Chambre d'appel fait sienne les conclusions de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l'affaire Rutaganda et considère que lorsque l'accusé a erronément été acquitté par la Chambre de première instance, cette dernière a manqué à son devoir en ne dégageant pas toutes les implications juridiques requises des éléments de preuve présentés. La Chambre d'appel examine à présent le quatrième motif d'appel du procureur. La Chambre de première instance aurait commis une erreur de fait, en concluant qu'aux fins de l'article 7.3 du statut, les informations dont disposait Kornoyelat n'étaient pas suffisantes pour l'avertir que ses subordonnés étaient impliqués dans le meurtre de détenus du Capédome. Le procureur fait valoir que, compte tenu des conclusions factuelles acceptées par la Chambre de première instance, la seule conclusion raisonnable possible pour la dite Chambre était que Kornoyelat disposait de suffisamment d'informations de nature à l'avertir du risque d'implication de ses subordonnés dans le meurtre de détenus. Comme pour le motif d'appel précédent, la Chambre d'appel a rappelé les faits pertinents admis par la Chambre de première instance s'agissant des meurtres. De l'avis de la Chambre d'appel, un certain nombre de faits constituent des informations suffisamment alarmantes, exigeant de Kornoyelat qu'il procède à une enquête complémentaire. Ayant connaissance des sévices, ainsi que de disparitions suspectes, et voyant les impacts de balles sur les murs, Kornoyelat était en mesure de se dire que les auteurs de ces sévices étaient susceptibles d'avoir commis des meurtres. À tout le moins, il aurait dû diligenter une enquête. De l'avis de la Chambre d'appel, aucun juge des faits raisonnables n'aurait donc pu tirer les conclusions factuelles auxquelles la Chambre de première instance est parvenue. La Chambre d'appel considère donc que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait et que pour les raisons précédemment évoquées, celle-ci a entraîné un déni de justice. Examinons à présent le cinquième motif d'appel du procureur. La Chambre de première instance aurait commis une erreur de fait
en concluant que les sévices constituant des actes inhumains et des traitements cruels n'ont pas été infligés pour des motifs discriminatoires et qu'en conséquence, Corneille Lache ne pouvait être tenu responsable de persécution en tant que supérieur hiérarchique. Le procureur soutient que la Chambre de première instance est fourvoyée en concluant que les sévices corporels constitutifs d'actes inhumains et de traitements cruels infligés par les gardiens à des détenus du Capédome n'ont pas été commis pour des motifs discriminatoires et qu'ils ne constituent donc pas des persécutions pour lesquelles la responsabilité de Corneille Lache en tant que supérieur hiérarchique pouvait être mise en cause sur la base de l'article 7.3 du statut. La Chambre d'appel rappelle qu'en droit, la persécution en tant que crime contre l'humanité requiert la preuve d'une intention spécifique pour discriminer sur la base de motifs politiques, raciaux ou religieux, et qu'il appartient au procureur de prouver que les actes en question ont été commis avec l'intention discriminatoire requise. La Chambre d'appel ne saurait considérer que l'intention discriminatoire des sévices commis peut être directement déterminée sur la base du caractère discriminatoire général d'une attaque qualifiée de crime contre l'humanité. Selon la Chambre d'appel, un tel contexte ne peut, à lui seul, constituer la preuve d'une intention discriminatoire. Cependant, la Chambre d'appel est d'avis que l'intention discriminatoire peut être déduite d'un tel contexte à condition qu'il existe, au regard des faits de l'espèce, des circonstances entourant la commission des actes reprochés qui confirment l'existence d'une telle intention. Parmi ces circonstances peuvent être pris en compte, par exemple, le fonctionnement de la prison, notamment le caractère systématique des crimes commis à l'encontre d'un groupe racial ou religieux, ou l'attitude générale de l'auteur présumé de l'infraction au travers de son comportement. En l'espèce, la Chambre de première instance a indiqué que, je cite, « la détention des non-serbes au Capédome et les actes ou omissions qui y étaient commis étaient manifestement liés à l'attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile non-serbe dans la municipalité de Foča. » Fermez les guillemets. De l'avis de la Chambre d'appel, on pourrait déduire de cette constatation que les traitements infligés aux détenus non-serbes sont le résultat de la politique discriminatoire précitée à l'origine de leur mise en détention. Encore faut-il que des circonstances entourant la commission des actes reprochés confirment cette première déduction. En l'espèce, il ressort des conclusions de la Chambre de première instance qu'en réalité, seuls les détenus non-serbes faisaient l'objet de sévices. La Chambre d'appel est d'avis que les différences de traitement entre les détenus serbes et non-serbes ne peuvent raisonnablement être attribuées au hasard d'affectation du personnel de garde. Cette constatation vient donc confirmer la déduction précitée. La Chambre d'appel considère donc que la seule conclusion raisonnable possible sur la base des faits pertinents admis par la Chambre de première instance était que les sévices ont été commis à l'encontre des détenus non-serbes en raison de leur appartenance politique ou religieuse, et que, par conséquent, ces actes illicites ont été commis avec l'intention discriminatoire requise. La Chambre d'appel considère qu'à supposer que les coups portés aux détenus non-serbes l'aient été pour punir ces détenus de violation du règlement, le choix de cette sanction, dès lors qu'elle n'a été infligée qu'à des détenus non-serbes, procédait d'une volonté de les discriminer pour des motifs religieux ou politiques. Le procureur soutient que Corneille Lache devrait être reconnu coupable sur la base de l'article 7.3 du statut des persécutions commises. S'agissant de Corneille Lache, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a reconnu que ce dernier a librement accepté le poste de directeur en sachant pertinemment que des civils non serbes étaient détenus illégalement au Capédome en raison de leur origine ethnique. Corneille Lache a par ailleurs admis qu'il savait que des non-serbes étaient détenus précisément parce qu'ils étaient non-serbes et qu'aucune des procédures instituées pour les personnes détenues légalement n'était suivie au Capédome. Enfin, la Chambre de première instance a reconnu que Corneille Lache savait que des détenus non-serbes étaient battus et généralement maltraités. Je cite la Chambre, là, le jugement, il avait connaissance des conditions de vie des détenus non-serbes
des exactions et autres mauvais traitements dont ils étaient victimes au Capédome, et ils savaient que ces sévices s'inscrivaient dans le cadre de l'attaque lancée contre la population non serbe de la municipalité de la ville de Foča. Compte tenu de tous les éléments précités, la Chambre d'appel est d'avis que Kornojevac, qui, en tant que directeur de la prison, a toujours eu autorité sur tous les détenus du Capédome, disposait d'informations suffisantes pour l'alerter du risque que les actes inhumains et traitements cruels étaient commis à l'encontre des détenus non serbes en raison de leur appartenance politique ou religieuse. La Chambre d'appel conclut donc que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. Nous abordons maintenant le 6e motif d'appel du procureur. La Chambre de première instance serait fourvoyée en acquittant Kornojevac du chef de persécution en raison de travaux forcés. À l'appui de ce motif d'appel, le procureur soutient que la Chambre de première instance s'est fourvoyée, en concluant à l'insuffisance des éléments de preuve pour établir le caractère non volontaire du travail. Il soutient qu'en appliquant aux faits le critère juridique du caractère non volontaire, la Chambre de première instance a conclu à tort, dans le cas de 8 détenus, que les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour établir qu'ils avaient été contraints à travailler. Là encore, la Chambre d'appel a récapitulé les faits pertinents qui ont été admis par la Chambre de première instance. Elle n'y revient pas, vous le trouverez dans le jugement écrit. Néanmoins, la Chambre d'appel rappelle ici que les conditions de vie régnant au Capédome étaient manifestement déplorables. Parmi les faits précédemment récapitulés, certains sont particulièrement significatifs et doivent être soulignés. La Chambre de première instance a en effet conclu qu'au sein du Capédome, on a délibérément nourri les détenus non serbes juste assez pour qu'ils survivent. Tous les non serbes ont perdu beaucoup de poids, entre 20 et 40 kilos pendant leur détention au Capédome. En outre, les détenus non serbes restaient la plus grande partie de la journée enfermés dans leurs cellules. Ils n'étaient autorisés à sortir que pour se rendre à la cantine. Certains, cependant, étaient amenés à travailler, sachant qu'ils recevraient pour cela une ration supplémentaire, ce dont ils avaient grand besoin. Enfin, les détenus non serbes étaient victimes de terribles sévices psychologiques pendant leur séjour au Capédome. Ils ont entendu pendant des mois, en particulier en juin et juillet 1992, des gens être frappés et torturés. Et ils craignaient constamment d'être les prochains. La Chambre d'appel considère qu'au vu des circonstances particulières de détention des détenus non serbes au sein du Capédome, un juge du fait raisonnable aurait dû aboutir à la conclusion que la situation générale des détenus excluait toute possibilité de consentement libre. La Chambre d'appel est convaincue que les détenus ont travaillé dans le but d'éviter les coups ou dans l'espoir d'avoir un supplément de nourriture. Ceux qui ont refusé de travailler l'ont fait par peur, compte tenu des disparitions de détenus qui sont sortis du Capédome. Le climat de peur a rendu impossible l'expression d'un libre consentement et on ne peut pas attendre d'un détenu qu'il exprime une objection ou considérer qu'il est nécessaire pour établir le travail forcé qu'une personne en position d'autorité le menace de punition en cas de refus de sa part. Le fait qu'un détenu ait formé une objection n'est pas pertinent si la capacité réelle d'objecter n'existe pas. De l'avis de la Chambre d'appel, les circonstances propres à la vie carcérale des détenus du Capédome étaient donc telles qu'aucun consentement libre n'était possible. Par conséquent, la Chambre d'appel annule les conclusions de la Chambre de première instance s'agissant des témoins FWS 249, FWS 144, Razim Taranin, FWS 66, FWS 198, Elkrem Zekovic, Mohamed Lizica et FWS 71 et conclut que ces témoins ont été contraints de travailler. Le procureur a soutenu dans un deuxième temps que si le travail forcé devait être établi, les constatations faites par la Chambre de première instance étaient suffisantes pour justifier une déclaration de culpabilité de Kornojevac pour persécution fondée sur le travail forcé. Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle que les actes sous-jacents au crime de persécution, qu'ils soient considérés isolément ou en conjonction avec d'autres actes, doivent constituer un crime de persécution
qui est de même gravité que les crimes listés à l'article 5 du statut. Selon elle, en l'espèce, le travail forcé doit être considéré comme faisant partie d'une série d'actes comprenant la détention illégale et les sévices, dont l'effet cumulatif est d'une gravité suffisante pour équivaloir à un crime de persécution, étant entendu que la détention illégale et les sévices ont été commis sur la base d'un ou plusieurs motifs discriminatoires énumérés à l'article 5 du statut. Par conséquent, le degré de gravité de la persécution à raison de ces actes atteint celui des crimes mentionnés expressément à l'article 5 du statut. La Chambre d'appel a précédemment rappelé qu'en l'espèce, la Chambre de première instance a indiqué, je cite, que la détention des non-serbes au Capédome et les actes ou omissions qui y étaient commis étaient manifestement liés à l'attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile non-serbe dans la municipalité de Foča. La Chambre d'appel a également précédemment indiqué qu'il pouvait être déduit de ce contexte que les traitements infligés aux détenus non-serbes étaient le résultat de la politique discriminatoire précitée à l'origine de leur mise en détention, à condition, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il existe au regard des faits de l'espèce des circonstances entourant la commission des actes de travaux forcés qui confirment l'existence d'une telle intention. De l'avis de la Chambre d'appel, il ne fait aucun doute qu'en l'espèce, les prisonniers non-serbes étaient détenus et contraints de travailler à raison de leur origine ethnique. La Chambre de première instance a souligné, je cite, que les quelques condamnés serbes qui étaient détenus au Capédome n'étaient pas logés dans la même aile que les non-serbes. Ils n'étaient pas maltraités comme les détenus non-serbes. Ils étaient un peu mieux nourris et recevaient parfois des portions supplémentaires. Ils n'étaient pas battus ou autrement maltraités et n'étaient pas enfermés dans leurs cellules. Ils étaient relâchés lorsqu'ils avaient purgé leur peine, avaient accès aux sanitaires et bénéficiaient d'autres avantages dont les détenus non-serbes étaient privés. Fin de citation du jugement. Il apparaît clairement que les détenus non-serbes étaient en revanche soumis à un tout autre régime. La surpopulation des cellules individuelles dans lesquelles les détenus étaient entassés au point de ne pouvoir ni se déplacer ni se coucher, la sous-alimentation et ses effets majeurs en termes de perte de poids, la généralisation des coups et mauvais traitements, les sévices psychologiques liés aux conditions de détention et aux mauvais traitements constituent des circonstances particulièrement significatives du caractère discriminatoire dans lesquelles s'inscrivent les actes de travaux forcés imposés aux détenus non-serbes. De l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre de première instance a été induite en erreur par son approche au cas par cas de chacun des actes de travaux forcés et a de ce fait omis de considérer toutes les circonstances entourant la commission de ces actes, lesquelles confirment en l'espèce que les 10 actes s'inscrivaient bien dans le contexte discriminatoire régnant au Capédome, au même titre que la détention illégale et les sévices commis. La Chambre d'appel considère donc qu'au vu de ces circonstances, aucun tribunal raisonnable des faits n'aurait omis de conclure que les actes de travaux forcés ont été commis avec une intention discriminatoire. Il ne fait aucun doute pour la Chambre d'appel que les 8 détenus qui ont été contraints de travailler ont donc été victimes de persécutions au sens de l'article 5 du statut. La persécution à raison de travaux forcés ayant été établie, la Chambre d'appel s'est ensuite penchée sur la responsabilité de Korno-Jelac à raison de ces crimes. La Chambre d'appel a précédemment indiqué que s'agissant du crime allégué de travaux forcés, il convient en l'espèce de le traiter comme faisant partie d'une entreprise criminelle commune de la première catégorie, sans recourir à la notion de système, et que les personnes ayant participé à cette commission pourront être considérées comme co-auteurs d'une entreprise criminelle commune ayant pour but la commission du crime en question, ou comme complices de celle-ci, suivant que, dans le premier cas, l'intéressé partage l'intention commune, ou dans le second cas, en a simplement connaissance. Sur ce point, la Chambre d'appel est d'avis que Korno-Jelac ne doit pas être considéré comme un simple complice, mais comme un co-auteur des crimes de travaux forcés commis. Selon la Chambre d'appel, Korno-Jelac partageait l'intention de faire travailler illégalement les détenus non serbes dans des conditions que la Chambre d'appel a considérées comme étant telles
qu'il était impossible pour ces derniers de librement consentir à travailler. La Chambre d'appel considère que la seule conclusion à laquelle un juge des faits raisonnables aurait dû aboutir est la culpabilité de Kornoyelatch en tant que coauteur pour persécution à raison de travaux forcés des détenus non serbes, et ce pour les raisons suivantes. Kornoyelatch était au courant de la décision initiale de faire travailler les détenus du Capédome. Il était responsable de toutes les unités économiques et lieux de travail liés à la prison et jouait donc un rôle central en la matière. En outre, Kornoyelatch a librement accepté le poste en sachant pertinemment que des civils non serbes étaient détenus illégalement au Capédome en raison de leur origine ethnique, et savait aussi qu'aucune des procédures en vigueur instituées pour les personnes détenues, elles, légalement, n'était suivie à l'égard des non-serbes au Capédome. Il contrôlait en dernier ressort le travail effectué par les détenus dans et pour le Capédome. Il rencontrait régulièrement les responsables de la fabrique des meubles, de l'atelier de travail des métaux et de la ferme où travaillaient les détenus. De l'avis de la Chambre d'appel, compte tenu de ce qui précède, il est impossible que Kornoyelatch n'ait pas partagé l'intention de faire travailler des détenus non serbes illégalement détenus. La Chambre d'appel estime donc que la conclusion de la Chambre de première instance relative à l'acquittement de Kornoyelatch pour le crime de persécution à raison de travaux forcés doit être annulée et que doit être prononcée la culpabilité de Kornoyelatch pour persécution à raison de travaux forcés en tant que coauteur de l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les détenus non serbes en exploitant leur travail forcé, et ce, en vertu de l'article 7.1 du statut. La Chambre va à présent examiner le 7e motif d'appel du procureur. La Chambre aurait commis une erreur en acquittant Kornoyelatch du chef de persécution pour des faits de déportation. Ce motif d'appel est relatif aux conclusions de la Chambre de première instance concernant le premier chef dans l'acte d'accusation, persécution à raison, entre guillemets, de déportation-expulsion. J'insiste sur les guillemets. Les arguments du procureur sont relatifs aux actes de persécution et au type de responsabilité encourue par l'accusé. D'abord, les actes de persécution. À l'appui de ce moyen, le procureur invoque principalement une erreur de la Chambre de première instance quant à la définition de la déportation et dans une certaine mesure une erreur dans la définition de l'expulsion. La Chambre d'appel ne considère pas qu'en l'espèce, la question principale soit la définition de ces termes. La Chambre d'appel souligne que l'objet des débats devant la Chambre de première instance était, au regard de l'acte d'accusation présenté par le procureur, la persécution, et la Chambre d'appel estime par conséquent que deux questions découlent des conclusions du procureur. D'une part, celle de savoir si la Chambre de première instance a bien interprété les allégations de persécution figurant dans l'acte d'accusation, et d'autre part, celle de savoir si les actes de déplacement constatés par la Chambre sont tels qu'ils peuvent constituer des crimes sous-jacents de persécution. Dans l'acte d'accusation, Kornoyelatch est accusé de persécution sanctionné par l'article 5H du statut pour des actes de déportation et d'expulsion. Il n'est pas accusé séparément d'expulsion, crime contre l'humanité. La Chambre d'appel est d'avis que si la formulation retenue par l'acte d'accusation n'était pas des plus adaptées, elle ne contenait cependant aucune ambiguïté quant au fait que Kornoyelatch était poursuivi pour avoir commis le crime de persécution au moyen de déplacements forcés à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières de la Bosnie-Herzégovine. La Chambre d'appel est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer ni pour l'infirmer, ni pour la confirmer sur la définition donnée par la Chambre de première instance des termes déportation et expulsion. En effet, la question posée en l'espèce était celle de savoir si les actes de déplacement forcés allégués, à supposer qu'ils aient été commis avec une intention discriminatoire, pouvaient constituer un crime de persécution. La Chambre d'appel remarque que les termes déportation et expulsion visés au paragraphe 5.2f de l'acte d'accusation ont manifestement été utilisés par le procureur comme des termes génériques, englobant l'ensemble des comportements allégués en l'espèce comme sous-jacents au crime de persécution. Aucune référence n'a été faite dans l'acte d'accusation à l'article 5D du statut visant l'expulsion. Il n'est pas donc nécessaire de définir un terme
qui n'apparaît pas dans la disposition sur la base de laquelle l'acte d'accusation est fondé. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance était tenue de se prononcer sur les faits essentiels allégués et de juger si ces actes étaient constitutifs de persécution au sens de l'article 5H du statut. La Chambre d'appel a examiné quels sont les actes de déplacement qui peuvent être constitutifs de persécution lorsqu'ils sont perpétrés avec l'intention discriminatoire requise et si les actes allégués par le procureur étaient bien de nature à constituer des actes sous-jacents au crime de persécution. La Chambre d'appel considère que les actes de déplacement forcés sous-jacents au crime de persécution sanctionnés par l'article 5H du statut ne sont pas limités à des déplacements effectués au-delà d'une frontière nationale. La Chambre d'appel estime en effet que le crime de persécution peut revêtir différentes formes. Il peut s'agir de l'un des autres actes constitutifs de crimes visés à l'article 5 du statut, ou de l'un des actes constitutifs de crimes visés par d'autres articles du statut. Pour que ces actes puissent être considérés comme des actes sous-jacents au crime de persécution, ils doivent, séparément ou cumulativement, être commis avec une intention discriminatoire et constituer un crime de persécution de même gravité que les autres crimes visés à l'article 5 du statut. La Chambre d'appel conclut que les déplacements à l'intérieur d'un pays ou au-delà d'une frontière nationale commis pour des motifs que n'autorise pas le droit international sont des crimes sanctionnés en droit international coutumier et que ces actes, s'ils sont commis avec l'intention discriminatoire requise, sont constitutifs du crime de persécution visé à l'article 5H du statut. Selon la Chambre d'appel, les faits constatés par la Chambre de première instance entrent dans la catégorie des déplacements qui peuvent être constitutifs de persécution. La Chambre d'appel constate qu'en ne déterminant pas si les actes de déplacement forcés allégués constituaient des persécutions, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit qui invalide sa décision. Le procureur soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en considérant maintenant que les 35 détenus non serbes du Capédome, conduits de l'autre côté de la frontière avec le Monténégro, ont librement choisi d'être échangés. Elle avance que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas tenir compte du régime de coercition auquel étaient soumis les détenus du Capédome. La Chambre d'appel constate que les conditions de vie au Capédome soumettaient les détenus non serbes à un régime carcéral coercitif, tel qu'ils n'étaient pas en mesure d'exercer un choix véritable. La Chambre d'appel en conclut que les 35 détenus ont été soumis à la contrainte et que la Chambre de première instance a eu tort de considérer qu'ils avaient librement choisi d'être échangés. Le procureur avance ensuite qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il n'était pas établi que le transfert des 35 détenus au Monténégro avait été établi pour les motifs discriminatoires requis. Le procureur renvoie d'une manière générale aux arguments mis en avant pour justifier son 5e moyen d'appel, et en particulier au climat de violence et de discrimination systématique dans lequel vivaient les détenus du Capédome en raison de leur appartenance ethnique. Compte tenu de ces conclusions, ainsi que du caractère discriminatoire ayant présidé à l'incarcération illégale et à l'imposition aux détenus non serbes du Capédome de conditions de vie telles que précédemment décrites, la Chambre d'appel estime qu'il était déraisonnable pour la Chambre de première instance de conclure que rien ne démontrait que le transfert des 35 détenus au Monténégro avait été opéré pour les motifs discriminatoires requis. La Chambre d'appel considère que le raisonnement relatif au caractère forcé des déplacements des 35 détenus non serbes vers le Monténégro s'applique mutatis mutandis aux autres déplacements reconnus par la Chambre de première instance. Il en va de même s'agissant de l'intention discriminatoire qui animait Kornoï-Latch. Et à présent, examinons quelle est la responsabilité de Kornoï-Latch sur ce moyen d'appel, ce motif d'appel. Le procureur soutient que la Chambre de première instance a eu tort de juger que Kornoï-Latch n'était pas responsable du déplacement de détenus à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine qui lui était reproché au chef 1, persécution, et que l'acquittement devait être infirmé. En outre, il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne déclarant pas Kornoï-Latch coupable au regard de l'article 7.1 du statut du transfert de 35 détenus non serbes au Monténégro
et de celui d'autres détenus non serbes en d'autres lieux de Bosnie-Herzégovine. La Chambre d'appel est convaincue que l'administration du Capedum exécutait les ordres des autorités militaires et que les gardiens du Capedum remettaient les détenus en vue de leur transfert. Elle n'est toutefois pas convaincue que Kornojilac ait eu le pouvoir de peser dans le choix des détenus qui allaient être déplacés. Il apparaît que Kornojilac a tenté en vain d'aider le témoin R.J. qui souhaitait être échangé et qu'il pensait aider celui-ci à se mettre en lieu sûr et à rejoindre sa famille. En outre, le procureur avance que Kornojilac, je cite, savait que le transport des détenus posait problème et qu'il y avait lieu de veiller à la sécurité des détenus après leur départ du camp. Fermez les guillemets. La Chambre d'appel considère que Kornojilac connaissait en fait les conséquences du transport des détenus, mais qu'il n'a joué aucun rôle dans celui-ci. Cependant, Kornojilac est pénalement et individuellement responsable de ces échanges qui s'inscrivaient dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, où il a personnellement joué un rôle dans le but ultime d'obtenir le déplacement forcé des détenus qui se trouvaient sous son contrôle au Capedum. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il a personnellement participé à l'établissement des listes. Les échanges ont débuté durant l'été 92 et se sont poursuivis jusqu'en mars 1993 au moins. Comme elle l'a constaté plus haut, la Chambre d'appel est convaincue que les détenus non serbes étaient amenés du Capedum avec une intention discriminatoire. Selon son propre témoignage, Kornojilac savait que les détenus étaient amenés au Capedum. En outre, la Chambre de première instance a établi que Kornojilac, de par ses fonctions de directeur de la prison, savait que les prisonniers non serbes étaient détenus illégalement en raison de leur appartenance ethnique. En sa qualité de directeur, Kornojilac a autorisé le personnel du Capedum à remettre des détenus non serbes. Il a favorisé ces départs en permettant qu'ils se poursuivent. Sans emprisonnement illégal, il n'aurait pas été possible de continuer à procéder aux échanges. La Chambre d'appel est convaincue que Kornojilac partageait l'intention des principaux auteurs de l'entreprise criminelle commune visant à amener les détenus non serbes du Capedum. La Chambre d'appel considère donc que Kornojilac est responsable en tant que coauteur de persécutions qui ont pris la forme de déplacements forcés tels qu'allégués par le procureur comme déportation et expulsion. Abordons maintenant le chapitre de la peine. Les deux parties ont en l'espèce présenté des motifs d'appel relatifs à la peine de 7 ans et demi fixée par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel a procédé à l'examen des différents motifs d'appel en appliquant le critère d'examen des erreurs alléguées tel que fixé dans sa jurisprudence. La Chambre d'appel a rejeté tous les motifs d'appel présentés par les parties, à l'exception d'un moyen d'appel du procureur. Le procureur a en effet contesté le poids accordé par la Chambre de première instance à la coopération de la défense, et non de Kornojilac avec le tribunal et l'accusation, qui avait été abordée sous l'angle de circonstances atténuantes. Selon le procureur, le comportement diligent et coopératif du Conseil de la défense ne saurait constituer une circonstance atténuante justifiant une réduction de la peine pour l'accusé, pas plus d'ailleurs que le comportement inverse du dit Conseil ne saurait être considéré comme une circonstance aggravante justifiant un alourdissement de la peine. La Chambre d'appel considère que le comportement tel que décrit dans le paragraphe du jugement contesté est le comportement normal que tout conseil devrait adopter devant une chambre de première instance. La Chambre d'appel considère donc que la Chambre de première instance a commis une erreur en créditant l'accusé pour le comportement de son conseil. La Chambre d'appel conclut que la commission de cette erreur implique, comme indiqué précédemment, que le comportement du conseil de Kornojilac ne doit pas être pris en compte pour la fixation de la peine prononcée sur la base des nouvelles condamnations en appel. La Chambre d'appel s'attache maintenant à fixer la peine compte tenu des nouvelles condamnations prononcées en appel. Le procureur a demandé, en cas d'annulation par la Chambre d'appel d'une ou plusieurs décisions d'acquittement, un alourdissement en conséquence de la peine. Elle a fait valoir que la Chambre d'appel est en mesure de réviser elle-même la peine au lieu de renvoyer la question devant la Chambre de première instance. Cette dernière affirmation n'a pas été contestée par Kornojilac et est acceptée par la Chambre d'appel. Ayant dûment pris en considération la gravité des crimes
et la responsabilité de Corneuil-Latch telle qu'établie par la Chambre de première instance, et prenant en considération la responsabilité de Corneuil-Latch établie sur la base des nouvelles condamnations en appel, la Chambre d'appel a révisé la peine en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la lumière des circonstances atténuantes et aggravantes retenues. Monsieur Corneuil-Latch, je vous demanderai à présent, si vous voulez bien, vous lever pour entendre la peine qui va être prononcée et le dispositif du présent arrêt de la Chambre d'appel. La Chambre d'appel. Vu l'article 25 du statut et les articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des parties et les arguments qu'elles ont présentés à l'audience des 14 et 15 mai 2003, siégeant en audience publique, accueille le premier motif d'appel du procureur et annule les condamnations de Corneuil-Latch en tant que complice des persécutions, crimes contre l'humanité pour emprisonnement et actes inhumains, et traitement cruel pour violation des lois ou coutumes de la guerre pour les conditions de vie imposées, ceci pour les chefs 1 et 15 de l'acte d'accusation, et ce en vertu de l'article 7.1 du statut. Accueille le troisième motif d'appel du procureur et infirme l'acquittement de Corneuil-Latch des chefs 2 et 4 de l'acte d'accusation, torture en tant que crime contre l'humanité et violation des lois ou coutumes de la guerre, et ce en vertu de l'article 7.3 du statut. Accueille le quatrième motif d'appel du procureur et infirme l'acquittement de Corneuil-Latch des chefs 8 et 10 de l'acte d'accusation, assassinat en tant que crime contre l'humanité et meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, et ce, en vertu de l'article 7.3 du statut. Accueille le cinquième motif d'appel du procureur visant à réviser la condamnation de Corneuil-Latch du chef 1 de l'acte d'accusation, persécution en tant que crime contre l'humanité, et ce, en vertu de l'article 7.3 du statut, pour y inclure un certain nombre de ces vices que vous trouverez dans l'arrêt. Accueille le sixième motif d'appel du procureur et infirme l'acquittement de Corneuil-Latch du chef 1 de l'acte d'accusation, persécution en tant que crime contre l'humanité à raison des travaux forcés imposés aux détenus non serbes. Accueille le septième motif d'appel du procureur et infirme l'acquittement de Corneuil-Latch du chef 1 de l'acte d'accusation, persécution en tant que crime contre l'humanité à raison des déportations et expulsions des détenus non serbes. Rejette le second motif d'appel du procureur relatif à la forme de l'acte d'accusation. Rejette tous les motifs d'appel soulevés par Corneuil-Latch. Déclare Corneuil-Latch coupable des chefs 1 et 15 de l'acte d'accusation en tant que coauteur du crime contre l'humanité, de persécution, emprisonnement et actes inhumains, et de violation des lois ou coutumes de la guerre, de traitement cruel pour les conditions de vie imposées en vertu de l'article 7.1 du statut. Déclare Corneuil-Latch coupable des chefs 2 et 4 de l'acte d'accusation, torture en tant que crime contre l'humanité et violation des lois et coutumes de la guerre en vertu de l'article 7.3 du statut pour les faits suivants. Paragraphe 5.21 concernant FWS 73. Paragraphe 5.23 à l'exception néanmoins de FWS 03. Paragraphe 5.27 concernant Nurko Nizic et Zulfo Weiss. 5.28 et 5.29 concernant Aziz Saïnovic de l'acte d'accusation et des faits décrits au point B4, B14, B22, B31, B52, B57 de la liste C de l'acte d'accusation. Déclare Corneuil-Latch coupable des chefs 8 et 10 de l'acte d'accusation, assassinat en tant que crime contre l'humanité et meurtre en tant que violation des lois et coutumes de la guerre en vertu de l'article 7.3 du statut. Révise la condamnation de Corneuil-Latch du chef 1 de l'acte d'accusation, persécution en tant que crime contre l'humanité en vertu de l'article 7.3 du statut, pour y inclure les sévices décrits au paragraphe 5.9, 5.16, 5.18, 5.20, 5.21 s'agissant de FWS 110, FWS 114, Mohamed Lizicha et de plusieurs autres détenus non identifiés, 5.27 s'agissant de Salem Bicho et 5.29 s'agissant de Vaïda Zemal, Enesh Uzunovic et Elvedin Cedic de l'acte d'accusation, ainsi que décrits dans les faits correspondants aux numéros A2, A7, A10, A12,
B15, B17, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B30, B33, B34, B37, B45, B46, B48, B51 et B59 de la liste C de l'acte d'accusation. Déclare Kornoyelatch coupable du chef 1 de l'acte d'accusation en tant que coauteur du crime contre l'humanité de persécution pour travaux forcés, déportation et expulsion en vertu de l'article 7.1 du statut. Annule toutes les condamnations au titre du chef 5 de l'acte d'accusation, actes inhumains en tant que crime contre l'humanité en vertu de l'article 7.3 du statut, ainsi que les condamnations au titre du chef 7 de l'acte d'accusation, traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, en vertu de l'article 7.3 du statut pour les faits suivants. Paragraphe 5.21 concernant FWS 73, 5.23, 5.27 concernant Nurko Nidzic et Zulfo Weiss, 5.28 et 5.29 concernant Aziz Saïnovic de l'acte d'accusation et des faits décrits au point B4, B14, B22, B31, B52 et B57 de la liste C de l'acte d'accusation. Rejette les appels formés par Kornoyelatch et par le procureur, à l'exception, pour ce dernier, du moyen d'appel accueilli au paragraphe 262 du présent arrêt contre la sentence, et fixe une nouvelle peine, compte tenu de la responsabilité de Kornoyelatch établie sur la base des nouvelles condamnations en appel et en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Condamne Kornoyelatch à une peine d'emprisonnement de 15 années à compter de ce jour, sous réserve que soit déduite cette peine, conformément à l'article 101C du règlement, la durée de la période que Kornoyelatch a déjà passée en détention, soit du 15 juin 1998 à ce jour. Cet arrêt de la Chambre d'appel a été fait en ce jour, proclamé en ce jour, a été fait en français et en anglais, le texte en français faisant foi. Il est signé des juges Wolfgang Schönburg, Mohamed Shahaboudine, Mehmet Güne, Carmel Agius et moi-même, Claude Jorda, président de cette formation. J'ajoute que les juges Schönburg et Shahaboudine joignent chacun une opinion individuelle au présent arrêt, le tout étant fait ce jour à La Haye, au tribunal pénal international, 17 septembre 2003. L'audience est levée.